Merci beaucoup, Monsieur le député. Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Mont-Royal-Outremont. Madame la Présidente, nous débattons aujourd'hui de l'adoption du principe d'un projet de loi qui se veut historique. Le projet de loi 1, loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec, c'est-à-dire le projet de loi qui propose l'adoption d'une Constitution du Québec. Je veux d'abord dire une chose très clairement. Réfléchir aux fondements constitutionnels du Québec, c'est un exercice légitime. C'est même un exercice important. D'ailleurs, l'idée de doter le Québec d'une Constitution n'est pas nouvelle du tout et elle a été évoquée à plusieurs reprises au sein de notre formation politique depuis les années 60. Toute société démocratique doit pouvoir réfléchir à ses institutions, à ses valeurs et à la manière dont elle organise ses pouvoirs publics. Mais une Constitution, Madame la Présidente, ce n'est pas une loi comme les autres. Elle est considérée comme la loi des lois. Ça signifie que toutes les lois québécoises du passé et du futur doivent être conformes à celle-ci. Une Constitution, c'est un texte fondamental. Elle définit les principes qui structurent notre vie collective. Elle protège les droits et libertés des citoyens. Et surtout, une Constitution doit être le fruit d'un large consensus démocratique et le reflet d'un consensus social profond. Elle doit également reposer sur une légitimité démocratique forte qui découle d'un processus ouvert et, bien entendu, rassembleur. Dans une grande démocratie comme la nôtre, on se serait attendu à ce que les démarches constitutionnelles reposent sur un travail transpartisan parce qu'une Constitution doit dépasser les clivages politiques du moment. Encore une fois, on ne dira pas assez souvent, la Constitution doit rassembler et elle doit être le résultat d'un processus rigoureux, transparent et inclusif. Or, ce que plusieurs intervenants sont venus nous dire en commission parlementaire et ce que mes concitoyens m'ont indiqué aussi, c'est que le projet de loi numéro 1 du gouvernement de la CAQ ne répond aucunement à ces exigences fondamentales. Pour notre part, nous l'avons dit depuis le début de ce processus. La légitimité du processus est sérieusement mise en cause. La démarche a été précipitée, menée sans véritable travail transpartisan préalable. À nos yeux, le processus est vicié dès le départ, puisqu'il ne permet pas de construire le consensus large et durable qu'exige un texte aussi fondamental qu'une Constitution. Dans la lettre du 3 mars dernier, co-signée par notre nouveau chef et notre collègue de l'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice, il est mentionné la chose suivante, et je prends la peine de citer cette lettre du 3 mars 2026. Il nous apparaît très clairement, au fil des quelques 200 témoignages et 309 mémoires déposées, qu'il n'existe pas de voie permettant de réunir les Québécoises et les Québécois autour de ce projet dans sa mouture actuelle. Plus loin, on y mentionne, il nous apparaît très clairement que les quelques semaines restantes à la 43e législature ne permettront pas non plus de résoudre les nombreux obstacles contenus dans le texte législatif et de sous-peser avec sérieux et rigueur les différentes dispositions inscrites dans le projet de loi. On ajoute, les conditions actuelles ne sont pas propices à unir les Québécoises et les Québécois autour d'un projet qui nécessite leur adhésion concrète et profonde. Donc, nous avons exprimé clairement notre opposition quant au retrait du projet de loi 1, Madame la Présidente. Cela étant dit, puisque le gouvernement va de l'avant, nous avons la responsabilité aujourd'hui de mettre en lumière ces lacunes, elles sont nombreuses, et les préoccupations bien réelles qu'il soulève. Et parmi celles-ci, il y a les préoccupations du milieu universitaire. Madame la Présidente, comme porte-parole en enseignement supérieur pour l'opposition officielle, je trouve très important et je souhaite ce matin attirer l'attention de cette Chambre sur ces préoccupations. Rappelons-nous que nos universités jouent un rôle fondamental dans la société québécoise. Elles sont des lieux de savoir, de recherche et, bien entendu, de débat. Elles contribuent à la formation des générations futures, à l'avancement des connaissances et au dynamisme intellectuel de notre société. Or, nos établissements universitaires ont exprimé des préoccupations importantes quant aux effets possibles du projet de loi 1. Des effets négatifs et très préoccupants. Je pense notamment au Bureau de coopération interuniversitaire.
le BCI. Les membres du BCI, c'est-à-dire les directions des établissements universitaires québécois, ont insisté sur la nécessité d'inscrire dans la future loi 2 principes fondamentaux, la liberté académique et l'autonomie universitaire. Comme le souligne leur mémoire, et je cite, « La liberté académique protège le droit des membres des communautés professorales, enseignantes et étudiantes à explorer, enseigner et débattre des idées, même controversées, sans crainte de censure ou de représailles. » L'autonomie universitaire, quant à elle, je le rappelle parce que ça a déjà fait l'objet de nombreux débats et même d'outils législatifs en cette Chambre, l'autonomie universitaire, et on l'a enchâssé le principe, permet aux établissements de définir librement leurs orientations stratégiques, leurs priorités d'enseignement et de recherche et leurs politiques internes à l'abri des pressions politiques ou économiques. Rappelons que la mission de nos universités repose, Madame la Présidente, sur ces 2 principes fondamentaux. Pourtant, ils sont absents du projet de Constitution, ce qui a surpris énormément les directions de nos établissements universitaires. Alors, elles demandent donc qu'ils soient explicitement reconnus et protégés à un niveau supralégislatif, c'est-à-dire dans la Constitution. Et c'est pas anodin, Madame la Présidente, comme le souligne le BCI, cela vise à assurer les conditions nécessaires au plein exercice de la mission universitaire avec une portée qui dépasse largement les murs des campus. Le mémoire du BCI attire également l'attention sur certaines dispositions du projet de loi qui pourraient entraîner des conséquences inquiétantes et concrètes pour les universités. Je pense notamment à l'article 5. C'est un article qui a fait l'objet de nombreux débats et qui est très controversé, Madame la Présidente. Je ne suis pas la première à en parler. L'article 5 qui aurait pour effet d'empêcher les organismes financés par des fonds publics, dont les universités, de contester devant les tribunaux la validité constitutionnelle de certaines lois qui les impactent. En effet, cette disposition viendrait interdire à ces organismes d'utiliser des fonds publics pour contester une loi que le gouvernement considère comme protégeant la nation québécoise. Concrètement, Madame la Présidente, ça signifie qu'une université ne pourrait pas utiliser les ressources dont elle dispose, y compris les droits de scolarité qu'elle perçoit, pour contester devant les tribunaux une loi qui affecterait directement sa mission, son fonctionnement ou son autonomie. Or, dans une société démocratique comme la nôtre, fondée sur l'État de droit, l'accès aux tribunaux, c'est un principe fondamental. Je trouve excessivement surprenant, et j'entendais mon collègue de Pontiac le mentionner plus tôt, inquiétant et surprenant que le ministre de la Justice défende une telle disposition. Le BCI souligne que cette disposition pourrait limiter la capacité des universités de défendre leur mission et leurs droits devant les tribunaux, ce qui soulève évidemment des préoccupations importantes pour le milieu universitaire. Le mémoire du BCI attire aussi l'attention sur un autre enjeu important, c'est-à-dire l'impact potentiel de certaines dispositions du projet de loi sur les ententes conclues entre les universités québécoises et le gouvernement fédéral. Ces collaborations sont nombreuses et elles sont essentielles, Madame la Présidente. Elles concernent notamment le financement de la recherche, la mobilité étudiante et la gestion des infrastructures. Or, certaines dispositions du projet de loi 1, imposant de nouvelles balises unilatérales, pourraient compliquer ou limiter ces collaborations. Et le BCI souligne que cela pourrait ultimement nuire à l'attractivité autant interprovinciale qu'à l'international, et à la compétitivité des universités québécoises. Vraiment, Madame la Présidente, c'est la dernière chose dont on a besoin. Si on ajoute à ça toutes les autres mesures que le gouvernement de la CAQ a mis de l'avant, a imposées et qui nuisent à nos universités. Alors, il faut prendre tout ça dans son ensemble. Puis ce matin, je m'indigne de voir une autre mesure qui vienne mettre à mal notre précieux réseau, notre précieux écosystème universitaire. Le réseau de l'Université du Québec a lui aussi présenté un mémoire dans le cadre des consultations sur le projet de loi 1, qui est en complément de celui du BCI. Ce mémoire de l'UQ
rappelle avec force le rôle essentiel des universités dans notre société, lesquelles comptent parmi les institutions qui assurent la vitalité démocratique et intellectuelle du Québec. Le mémoire souligne également que les principes de liberté académique et d'autonomie universitaire pourraient, et je cite, « bénéficier d'une protection au sommet de la hiérarchie des normes ». Comme le souligne le mémoire, une telle reconnaissance permettrait au Québec de se positionner parmi les juridictions les plus attachées à l'avancement du savoir, tout en renforçant son rayonnement international. Encore une fois, là, je porte la voix des recteurs, des chefs de toutes les directions des universités qui parlent d'une seule voix. Depuis des mois, des années là, que je porte parole en enseignement supérieur, je pense aux différents projets de loi, différentes mesures qui ont été mises de l'avant et qui, encore une fois, viennent nuire à la compétitivité et à l'attractivité de nos universités. Franchement, Madame la Présidente, là, il faut en prendre soin, puis j'implore le gouvernement d'y réfléchir sérieusement et d'écouter, j'espère que sa voix porte au sein du Conseil des ministres, la voix de la ministre de l'Enseignement supérieur. Il est temps qu'elle soit entendue. Donc, le mémoire de l'UQ conclut justement de la façon suivante. Constitutionnaliser la liberté et l'autonomie universitaire, c'est protéger la possibilité même de penser librement. C'est garantir que, quelles que soient les époques ou les gouvernements, le Québec demeurera un lieu où la recherche, la discussion et la création peuvent s'exercer sans crainte ni contrainte. Dans le contexte géopolitique actuel, où d'autres juridictions choisissent de couper le financement, de nuire à leurs universités, encore une fois, je répète, il faut nous aller dans le sens contraire et mettre en valeur et donner tous les outils à la disposition de nos universités pour qu'ils continuent de nous faire rayonner puis qu'on puisse continuer d'être attrayants et compétitifs. Enfin, l'Université Bishop a apporté un angle complémentaire à toute cette réflexion, Madame la Présidente. Son mémoire rappelle d'abord qu'une constitution doit être le fruit d'un processus législatif inclusif et légitime. Et l'Université écrit, et je cite, « Une constitution doit être le fruit d'un processus inclusif reposant sur la participation substantive de l'ensemble des communautés constituant la nation. » Le mémoire exprime également des préoccupations concernant l'absence de protection explicite pour les institutions de la communauté québécoise d'expression anglaise. Il formule d'ailleurs une recommandation claire à cet égard, et je les cite, « Inclure à la Constitution du Québec des protections pour les institutions de la communauté québécoise d'expression anglaise. » Enfin, Bishop souligne elle aussi l'importance de préserver la capacité des universités de défendre leurs droits devant les tribunaux. Et le mémoire rappelle qu'il est essentiel, et je les cite, que ces institutions ne soient pas privées de la capacité de défendre leurs droits par l'entremise du processus judiciaire. On parle d'accès aux tribunaux, Madame la Présidente. Alors, j'espère que le ministre de la Justice prend note de toutes ces préoccupations, de toutes ces interventions. Il ne faut pas non plus mettre de côté la position des associations étudiantes. Madame la Présidente, il est également important de rappeler que les associations étudiantes nationales ont exprimé des critiques très, très claires à l'égard du projet de loi 1. L'Union étudiante du Québec, qu'on appelle l'UEC, qui représente plus de 117 000 étudiantes et étudiants universitaires, rejette fermement le projet de loi 1 dans son ensemble. Dans son mémoire, l'UEC dénonce notamment l'absence de consultation élargie de la population québécoise et s'inquiète des dispositions qui limiteraient la capacité de contester certaines lois devant les tribunaux. Dans sa conclusion, l'UEC emploie des termes particulièrement préoccupants. Elle évoque, et je cite, « une tangente autoritaire ». Cela illustre à quel point les inquiétudes sont sérieuses dans le milieu étudiant, Madame la Présidente. Et si je ne dramatise pas, là, ce sont eux qui le disent. S'il y a une chose qu'il faut faire, me semble, comme parlementaire, c'est être à l'écoute de notre relève, de notre jeunesse, de la population étudiante. En tout cas, moi, j'ai lu le mémoire jusqu'à la fin et j'étais franchement atterrée et très inquiète de voir ce que la population étudiante pense de la Constitution. J'espère que le ministre de la Justice et l'ensemble du Conseil des ministres et du gouvernement en prend bonne note aussi. Du côté collégial, la Fédération étudiante collégiale du Québec, la FEC,
met en lumière un déficit de consultation et plusieurs enjeux de fond. J'ai lu leur mémoire excessivement étoffée. Je pense qu'eux ne sont pas venus s'exprimer dans les consultations, mais leur mémoire vaut la peine d'être révisée. Ils mettent de l'avant plusieurs enjeux de fond par rapport au projet de loi, notamment des imprécisions et des impacts potentiels sur certains droits, des droits fondamentaux, ce qui soulève des questions quant à la rigueur du processus. La FEC, donc, s'oppose aussi au projet de loi dans son ensemble et elle en demande l'abandon. Autrement dit, Madame la Présidente, le gouvernement n'a manifestement pas réussi à rallier la communauté étudiante autour de son projet de constitution. C'est pourtant ça le but premier, c'est de rassembler, c'est de s'assurer que toute la population québécoise, dans toute sa diversité, se reconnaissent dans la Constitution. Je vous dis, c'est pas mal parti, Madame la Présidente. Donc, en conclusion, Madame la Présidente, les consultations ont permis d'entendre plusieurs voix importantes de notre société. Oui, il faut le dire. Et plusieurs de ces voix nous ont dit essentiellement la même chose. Le projet de loi soulève des questions sérieuses, des questions sur le processus, des questions sur la protection des droits, des questions sur l'équilibre entre les pouvoirs et des questions sur les effets possibles pour des institutions fondamentales de notre société, comme nos universités. Si le Québec souhaite se doter d'une constitution, ça doit se faire avec rigueur, avec prudence et surtout avec un véritable consensus démocratique. Cela suppose également une démarche transpartisane, capable de rassembler au-delà des lignes partisanes et qui s'appuie sur un large consensus d'avis d'experts et sur la contribution de la société civile. Madame la Présidente, on ne peut pas le répéter assez souvent, le processus est vicié, le processus est rempli de lacunes. On implore encore une fois, notre nouveau chef l'a fait, il a co-signé une lettre avec notre porte-parole en justice, député de l'Acadie, où il tend la main aux autres partis en disant « penchons-nous sur d'autres enjeux ». Oui, la Constitution, c'est importante, mais là, il y a un sérieux manque de légitimité. Le projet est plus que mal parti. Mettons-le de côté, engageons-nous à revoir tout ça plus tard quand on aura un mandat clair de la population. C'est un projet qui est trop important, puis déjà, il y a trop de divisions. On sent que la population n'adhère tout simplement pas. Puis on ne peut pas le dire assez souvent aussi, une constitution, ça ne peut pas être l'œuvre d'un seul gouvernement. Elle doit être portée collectivement par l'ensemble de la société, par l'ensemble de ses représentants. Ça a été dit par plusieurs de mes collègues, évidemment, on est limité dans le temps, donc il faut qu'on choisisse un angle. Mais l'angle des Premières Nations, voyons donc! Est-ce qu'ils sentent qu'ils ont eu voix au chapitre? Bien, certainement pas, Madame la Présidente. Ça, en soi, c'est un énorme échec de la part du gouvernement. Si je reviens aux universités, mais c'est pourquoi les préoccupations exprimées par les universités, par les associations étudiantes, puis par plusieurs autres groupes méritent donc d'être prises très au sérieux par le gouvernement. Parce qu'une constitution qui est digne de ce nom doit rassembler. On ne peut pas le dire assez souvent. C'est ça l'objectif premier, c'est de rassembler les Québécoises et les Québécois, toute la société québécoise dans toute sa diversité. Nos jeunes, nos aînés, les différentes communautés, les Premières Nations, la communauté d'expression anglaise, évidemment, j'en passe, là, je ne peux pas être exhaustive. Ce matin, le processus a été précipité. Il faut absolument qu'il soit abandonné à ce stade-ci. C'est un échec. Ce n'est pas le gouvernement de la CAQ qui va réussir à mettre de l'avant une constitution rassembleuse. Madame la Présidente, le ministre aurait pu entrer dans l'histoire comme le père d'une constitution rassembleuse pour le Québec. Mais il réussira pas. Il réussira pas ce pari. Il ne rencontrera pas cet objectif qu'il s'est fixé. Ça me semble très clair. J'aurais pu parler aussi du droit à l'avortement. Comment expliquer son entêtement? Comment expliquer que pendant des semaines, des mois, il n'a pas reculé avant? Bon, bravo, il a reculé, il a fini par entendre raison, mais comment se fait-il qu'il ait ouvert la porte et qu'il ait autant inquiété la population au niveau d'un recul du droit des femmes?
Donc, en refusant de construire le consensus nécessaire, le ministre risque plutôt de laisser derrière lui une constitution caquiste, partisane et contestée. Et franchement, Madame la Présidente, le Québec mérite mieux que ça. Merci.